Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Merci d'être toujours plus nombreux chaque semaine à nous suivre. Le sujet du jour, l'au-delà qui fait du bien. Une vie après la mort est-elle possible? Ils sont des millions dans le monde à vivre une Noémie, une expérience de mort imminente. De plus en plus de témoignages racontent cette même sensation d'amour infini et inconditionnel vécu dans l'au-delà. Alors, où en est la science aujourd'hui? Quelles sont les avancées? Pour en parler, je recevrai des experts sur le sujet, dont un témoignage bouleversant. En seconde partie, Jean-Luc Bertrand viendra nous émerveiller avec ses tours de magie et de mentalisme. Et pour nous accompagner tout le long de l'émission, je reçois aujourd'hui un génie de l'humour, aussi féroce que tendre, aussi courageux qu'engagé, Jérémy Ferrari, à l'occasion de la sortie du DVD de son dernier spectacle, Vent de pièces à Beyrouth. N'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, on est très actifs. Et tout de suite, je rejoins la table ronde. Bonjour à tous. Jérémy Ferrari, bonjour. Bonjour. Alors, on est ravis de vous recevoir sur le plateau. Vous venez pour la sortie du DVD de votre dernier spectacle, Vent de pièces à Beyrouth. D'ailleurs, ça a été le spectacle le plus vendu en 2017. Bravo. Merci. Et on y retrouve aussi un documentaire très touchant sur vous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Mais avec plaisir, merci. Sylvie Detiolas, bonjour. État modifié de conscience, c'est le titre de votre livre que vous avez coécrit avec Claude-Charles Fourier, votre confrère. Vous êtes docteur en médecine docteur en biologie moléculaire, directrice de l'Institut suisse des sciences noétiques, où vous étudiez depuis 25 ans les expériences de mort imminente. Oui, entre autres. Entre autres. Vincent Hamim, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes ce que l'on appelle un expérienceur. Ce sont ces personnes qui vivent une expérience hors norme. Dans votre cas, vous avez vécu une expérience de mort imminente, assez rare d'ailleurs, vous allez nous en parler. En tout cas, vous en parlez très très bien, c'est passionnant. Dans Mémorandum pour l'au-delà, préface par Dominique Vallée, qui est une sommité dans son domaine, et concession à perpétuité. Merci d'être là. Merci. Jean-Luc Bertrand, bonjour. Bonjour. Magic Box, c'est le titre de votre spectacle qui se joue en ce moment au Théâtre de la Renaissance. Aujourd'hui, vous allez émerveiller, enchanter le plateau puisque vous êtes magicien mais également télépathe. On a déjà bien plaisanté C'est vrai. en off. François Pomès, vous êtes mon acolyte, notre journaliste scientifique. Aujourd'hui, vous vous êtes penché sur Jérémy Ferrari. Le cas. Voilà, le cas de Jérémy Ferrari. Bonjour. C'était un test de personnalité. Je crois Oui. qu'on va pouvoir tous se tester ensemble d'ailleurs. Absolument, Et s'amuser. très sérieux. Voilà, ce sera dans le tête-à-test qui fait du bien. Je me suis entraînée toute la nuit pour le dire. Pour le prononcer. Oui, pour le prononcer. C'est Jérémy Ferrari, donc après plus de 2 ans de tournée en France, à l'international, plus de 300 représentations, ça y est, on va pouvoir déposer le DVD de votre spectacle sous le sapin. Oui, Pour ça y est. ceux qui ont été sages, c'est-à-dire pas grand monde finalement quand on vous écoute. Ah non, je ne vends pas qu'aux gens sages. Hein, Non, voilà, tout le monde peut l'acheter. Tout le monde peut l'acheter. Alors, c'est 2 heures d'éclat de rire, pour l'avoir vu, devant un homme engagé, tendre, immensément drôle, mais surtout très courageux. Courageux de dénoncer, de nous faire rire, mais jamais gratuitement. Et aussi d'être vrai, d'être vous-même. Peut-être le chemin le plus long, le plus difficile, alors que vous n'avez à peine que 35 ans, il me semble. J'ai 33 ans. T'as 33 ans. Voilà, un bon chiffre, hein. Ah bah, Celui mieux de que Jésus. 35. Et qui sait. Vous nous faites le pitch? Oui, le spectacle, en fait, c'était... Je fais toujours des spectacles à thème, parce que c'est ce qui m'amuse le plus. Justement parce que c'est pas gratuit. C'est très difficile, en fait, d'avoir un propos original, quel que soit ce qu'on pratique comme art. Il n'y a rien de vraiment original sur l'amour, je sais pas, la guerre, le sexe, voilà, les relations hommes-femmes, les histoires. Voilà. On a tous à peu près les mêmes thèmes, il n'y a rien de vraiment nouveau. Et le fait de prendre des thèmes et de les creuser à fond, plutôt que de juste les traiter 5-6 minutes et de passer à un autre sketch, ça permet déjà d'avoir un propos original parce qu'en creusant, on trouve des nouvelles choses et surtout que ce ne soit pas gratuit. Donc j'avais un premier spectacle sur la religion où j'amenais la Bible, le Coran, la Torah sur scène, etc. Et le deuxième spectacle, dans Vent de pièces à Beyrouth, celui dont on parle, c'est un spectacle, on va dire, sur les conflits armés, sur la guerre, la géopolitique, les attentats, etc. Tout ce qui en fait dérange et ce qui a pu se passer un peu parfois à l'étranger, qui nous impacte maintenant, parce que je trouve que grâce à Internet, les gens maintenant commencent à se rendre compte aussi que ce qu'on a pu faire dans le passé ou ce qu'on peut faire maintenant a des conséquences, a des impacts sur ce qu'on vit au quotidien. On regarde un extrait? C'est tout de suite. Je pense que la reine d'Angleterre est en fait un être immortel qui est né déjà vieux. Tu vois, je pense que la sage-femme, elle l'a sorti de sa mère. Elle avait déjà son chapeau à un con, ses escarpins débiles. Elle l'a sorti de sa mère. Mais sans la pierre, tellement elle est vieille. Qu'est-ce que c'est que ce bébé? Alors bonheur. Mokhtar, t'es pas un attentat suicide ce matin, toi? Si.
Ça s'est bien passé. Mais comme dirait mon grand-père, qui est un ancien de la guerre d'Algérie, 90% de sunnites et 10% de chiites, ça fait toujours 100% de bougnoule. Mais ferme ta... Alors, Jérémy Ferrari, votre esprit de recherche ne connaît pas de limite lorsqu'il s'agit de montrer la vérité. Par exemple, pour écrire ce spectacle, vous avez étudié pendant 2 ans la géopolitique, mené des enquêtes sur des ONG a priori très douteuses. D'ailleurs, on peut même télécharger sur votre site internet les bilans comptables. Finalement, vous êtes un peu le cache investigation de l'humour. Ben, en fait, c'est surtout que moi, tout simplement, je ne suis pas allé à l'école, j'ai arrêté l'école en seconde, je ne suis pas un intellectuel. Et ce que j'ai remarqué au fur et à mesure, c'est que vieillissant tout simplement, en essayant de s'intéresser aux choses, c'est que on passe en fait, ce système passe son temps à faire croire aux gens que tout est compliqué. Vous dites la religion, on ne peut pas lire, la géopolitique, on fait la géopolitique, enfin, on dit on ne sait même pas l'écrire, on peut faire un spectacle là-dessus. Et en fait, tout ça, pour moi, c'est de la manipulation. Je pense qu'en fait, on n'a pas envie que les gens soient au courant des choses, parce que je pense que le pouvoir, c'est le savoir et qu'on n'a pas envie de le partager. Et comme moi, je ne suis pas un intellectuel, que a priori, j'ai pas de référence et j'ai pas de culture dans ces domaines, je reprends la base. Donc au départ, j'ai pas fait 2 ans de géopolitique, au départ, j'ai surtout fait 1 an de niveau 6e d'histoire et de géographie. Et au fur et à mesure, je suis rentré dans ce qu'on peut appeler, on va dire, la géopolitique. Et c'est important pour pas dire de conneries, parce que moi, je veux pas donner mon avis. Moi, je veux prendre des faits. Donc, à chaque fois que j'ai une phrase, à chaque fois que je dis quelque chose, il y a des sources. Et les sources, évidemment, elles sont téléchargeables et vérifiables. Alors, on évalue la popularité d'un artiste à ses ennemis. Alors, j'ai vu votre documentaire dans votre DVD, où justement votre maman dit que vous avez reçu une balle. Alors, ça fait pas trop mal parce que c'est par la poste. Oui. Voilà, je le précise quand même. Vous avez un garde du corps. C'est le prix à payer? Après, de toute façon, j'ai essayé de faire de l'humour provoque. Alors si je provoque personne, j'ai raté. Ça va avec. Je veux dire, c'est comme si demain je veux faire de la compétition de boxe, je peux pas descendre du ring en disant mais attends, il y a un mec qui essaie de me frapper sur le ring. C'est logique. On fait ça, on sait à quoi on s'attend. Vous arrive d'avoir peur? Oui, bien sûr, j'ai peur tout le temps. Je serais fou si j'avais pas peur. Mais c'est pas plus fort que mon envie de dénoncer. C'est pas plus fort que ma folie. C'est pas plus fort que ma révolte. Ça sera jamais plus fort. Le premier spectacle, par exemple, j'avais déjà des soucis. Je traitais de la religion, j'amenais la Bible, le Coran et la Torah sur scène. Alors, je peux dire, je me suis pas fait avec des copains. J'avais pas de garde du corps à ce moment-là. Là, c'est parce que j'ai attaqué des puissances. J'ai attaqué des gens, voilà, des lobbies, des ONG, des gens puissants. Je cite des noms, j'amène des bilans comptables, j'amène des documents qui sont jamais sortis dans la presse sur scène. Donc évidemment, le type de problème que je peux avoir sont plus ceux dont peut s'occuper un professionnel comme un garde du corps. Parce qu'un garde du corps, c'est pas un mec juste qui se met devant toi et qui empêche des gens de faire quoi que ce soit. C'est quelqu'un qui gère l'ensemble d'une sécurité. Et même pour mes spectateurs, c'est bien parce que quand on voit maintenant qu'on peut se faire attaquer dans un théâtre, c'est bien aussi de savoir qu'un mec est là et qui gère un peu l'ensemble du truc. Alors vous dites aussi dans votre spectacle que les hommes aiment la guerre. D'ailleurs, c'est prouvé que la cote de popularité d'un dirigeant grimpe lorsqu'il la prône. Qu'est-ce qui cloche, Jérémy, dans notre monde, d'après vous? Qu'est-ce qui ne va pas? C'est une grande question, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. Mais en tout cas, si on se réfère à cet exemple-là, c'est que les gens, en fait, je crois, sont tellement en permanence manipulés, déçus, que finalement, quand un dirigeant fait quelque chose de très factuel, de très concret, de très palpable, comme envoyer un avion, tout d'un coup, ça devient une vérité. Et je pense que les gens sont parfois tellement désespérés d'avoir en permanence du mensonge et aucun résultat et aucun truc vérifiable que finalement, peut-être envoyer un avion, donc, il est là, ce président, il fait des trucs quand même. Alors, donc je pense que c'est un petit peu par désespoir. Moi, je pense que les gens sont très intelligents et beaucoup moins méchants et beaucoup moins bêtes qu'on veut nous le faire. Justement, parce que j'allais vous faire une confidence, malgré votre cynisme, moi je vois un homme très optimiste. Ce n'est pas possible de mettre autant de passion et de fougue sur scène lorsqu'on ne croit plus en l'être humain. Ah mais je suis extrêmement optimiste. C'est pour ça que je me bats. On se bat pas sinon. Vous savez, il y a une phrase que j'aime beaucoup qui dit la seule chose qui peut faire tomber un homme de bien, c'est l'injustice. C'est un peu ça, non, chez vous? Je pense que l'injustice ne doit pas faire tomber un homme de bien. Je pense qu'un homme de bien doit se relever s'il subit une injustice ou si
Je pense qu'un homme de bien doit justement être debout quand il y a de l'injustice. Je suis extrêmement optimiste. Je pense juste qu'en fait, il n'y a aucun intérêt pour ceux qui dirigent et qui possèdent le pouvoir à nous faire croire que le monde va bien. Je vais vous laisser entre les mains de François Pomès et le tête-à-tête qui fait du bien. Jérémy Ferrari, vous aimez les enquêtes, hein, vous aimez creuser les choses, moi aussi ça tombe bien, je pense qu'on est fait pour s'entendre. Et du coup pour vous, j'ai ressorti un test, le test de Jenkins, qui est un test très sérieux, qui date de 1974 et qui permet de déterminer si c'est une personnalité de type A ou B. Alors, je garde le mystère sur la typologie A ou B. Gardez le mystère. Et je vous propose de répondre à quelques questions parmi la quarantaine que comporte ce test. Alors, vous verrez, ça va dans tous les sens. C'est un peu n'importe quoi, mais pas tant que ça, parce que ce sont des questions qui vont permettre aussi de mieux vous connaître. Ah. La première question... Non, mais il y a de quoi rire. D'ailleurs, cela dit, excusez-moi, François Pomès, parce que je vais faire une petite parenthèse. Je voulais juste vous poser la question, pourquoi vous avez fait un documentaire, d'ailleurs ? Parce que, est-ce que c'était une réponse à vos fans ou alors c'était une demande ou alors c'était parce que vous vouliez montrer une toute autre image que celle que vous avez sur scène? Il y a plusieurs raisons, parce qu'il y en a toujours plusieurs. Il y a déjà Thierry Colby. Thierry Colby, quand je suis sorti d'On ne demande qu'à en rire, donc l'émission dans laquelle j'ai démarré sur France 2, aucune télévision voulait me recevoir. Donc moi, je comprenais rien parce qu'avant que je sois connu à la télévision, on ne voulait pas me recevoir parce que je n'étais pas connu. Et après, j'étais connu, mais sur France 2, alors on ne voulait pas me recevoir ailleurs. Donc c'était très compliqué. Et la première personne qui m'a fait confiance, c'est Thierry Colby, qui m'a programmé dans La parenthèse inattendue. Et en fait, il avait été extrêmement bienveillant avec moi parce que je faisais des maladresses et qu'il me les corrigeait et il les a pas mises à l'écran. Et j'ai trouvé ça hyper touchant. Donc lui voulait faire un documentaire, il trouvait que c'était bien. Et puis mes équipes aussi pensaient que c'était le moment de donner un peu autre chose aux gens. Parce que c'est vrai qu'en interview, sur scène, on me voit toujours en colère, toujours vénère, toujours... Et c'est vrai que les gens avaient peut-être besoin de me voir un petit peu différemment. Et comme je suis pas forcément... C'est compliqué pour moi, parce que je viens en plateau, j'ai écrit un spectacle sur la guerre. Donc, évidemment, j'arrive pas avec une immense légèreté. En plus, évidemment, les animateurs s'amusent aussi très souvent à me mettre en face de moi des mecs qui vont essayer de me contredire. Donc moi, je démarre au quart de tour parce que voilà, c'est parce que je suis comme ça. Donc du coup, c'était bien aussi de montrer aux gens que j'étais pas juste vénère en permanence. Ça va, vous êtes bien sur le plateau? Je me sens très bien. Je ne vais pas vous contredire, on ne va pas en venir. Non, vous avez fait des arts martiaux, donc moi je suis complètement nul sur ça. Jérémy, est-ce que vous avez du mal à trouver le temps d'aller chez le coiffeur? Alors c'est simple, vous me dites jamais, vous avez toujours le temps et ça se voit, vous êtes super, d'aller chez le coiffeur. Parfois ou presque tout le temps? Dites-moi. J'ai presque tout le temps. Le temps ou presque tout le temps, c'est difficile de trouver le temps. Non, vous avez du mal à aller chez le coiffeur. Vous avez du mal à aller chez le coiffeur, ça vous arrive jamais, parfois? Presque tout le temps. Ah ouais. Non, mais ça se voit pas, c'est plutôt pas mal. Vous nous direz quelle est la marque de votre lac, du coup, parce que ça tient assez bien. Vos amis, votre conjoint vous disent-ils que vous mangez trop vite? Souvent, de temps en temps ou jamais? Tout le temps, souvent. Enfin, tout le temps. Manger trop vite. Ouais. Ah. Est-ce qu'à l'école, vous vous occupiez des fonctions de délégué de classe, de président de club de foot ou de capitaine d'une équipe? Non. Une fois, plusieurs fois. On se replonge en 7e, 6e, 5e. Bah, on s'arrêtera là. Parce que Une fois. Une fois. Bah alors, petit calcul rapide, vous êtes plutôt de type B. Le type A, il est stressé, il est contre le fric, il maîtrise tout, et ce sont plutôt des professions qui sont dans le milieu de la finance, etc. Type B, c'est go with the flow, c'est-à-dire que vous êtes un peu un anti-stress. Vous voyez les boules molles anti-stress? Vous êtes un peu comme ça. Une image un peu improbable. Autour de vous, vous générez quelque chose de très positif. Vous aimez prendre le temps et vous avez une profession artistique. Et ce sont plutôt les personnes de type B qui occupent ce type de profession. Mais un type A poussé à l'extrême connaît le test. C'est à peu près quoi répondre pour faire croire à tout le monde qu'il est un type B, c'est une forme Il est en train de vous piéger. Absolument. Sauf que ces tests, en fait, on demande aux gens de répondre avec sincérité. Il y a 40 questions. Et parmi les 40 questions, il y a ce qu'on appelle des questions pièges qui permettent de déterminer si la personne essaie de se faire passer sous son meilleur jour. Alors en fait, c'est vrai, vous êtes drôle, vous êtes beau, vous êtes talentueux, vous êtes de type B. Il paraît que ça fonctionne sur Tinder, vous le mettez, c'est très bien d'être de type B. En fait, où sont vos défauts? J'ai pas Tinder.
Ah, voilà. Et un truc, je voulais dire, parce que ça, Oui. je l'ai noté, c'est vrai, vous passez votre temps dans votre spectacle à remercier votre public grâce à qui vous êtes là et grâce à qui vous perdurez. Vous remerciez même votre public en générique de fin sur le DVD. Et même vous tapez sur les comiques qui passent pas leur temps à remercier leur public et qui, à un moment donné, se retrouvent sans trop de public. Je citerai pas le nom, mais vous en citez un qui est très connu et qui est un peu plus âgé que vous. Merci. Merci beaucoup. Merci François Pomès. Cela dit, moi je vous trouve pas en colère. Bah non, bah je Je suis trouve pas. que vous avez une énergie de feu, mais je vous trouve pas en colère. Non, sur scène. on dit en colère, mais c'est Oui. pas. Non, mais si. il y a Oui, plein de certains fougue. sujets Ça, qui- d'ailleurs, c'est emporté par la fougue, votre documentaire, et je trouve que ça Il y a des ça sujets qui montre mettent bien en ce que vous colère. êtes. Il y a des sujets qui me mettent en colère, mais Mais il y a c'est des pas. colères justes, vous savez. Oui, c'est pas de la colère, c'est que je suis vraiment impliqué par ce que je raconte. Après, moi, les thèmes sur lesquels je vais, c'est des thèmes qui touchent tellement les gens, qui font tellement de mal aux gens que on peut pas ne pas être en colère. Mais c'est une colère qui est saine. Ils sont 32 millions dans le monde à vivre une expérience de mort imminente, plus connue sous l'acronyme du Noémie. Ils reviennent toujours bouleversés, transformés. On en parle tout de suite. C'est dans l'au-delà qui fait du bien. Vincent Hammin, nous sommes le 3 octobre 1999, il est 17h lorsqu'on vous déclare cliniquement mort après un arrêt cardiaque pendant 40 minutes. Vous avez vécu ce que l'on appelle une expérience de mort imminente, à ceci près qu'elle est tout particulière puisqu'elle est rare et immersive. Alors vous racontez dans vos livres que vous avez été invité à observer ce qui se passait après la mort. Vous en êtes revenu complètement transformé. Vous avez même pu appréhender l'avenir de l'humanité. Alors, vous racontez quelque chose d'incroyable, c'est-à-dire que vous avez vécu 1 an et demi dans l'au-delà pendant ces 40 minutes d'arrêt cardiaque. Donc, racontez-nous, comment est-ce possible? Comment est-ce possible de vivre 40 minutes alors que on a l'impression de vivre 1 an et demi? C'est que le temps est tout à fait relatif de l'autre côté, si je peux me permettre d'appeler cet autre côté, l'au-delà. Simplement, pour moi, ça a été un peu, une découverte totale de cette possibilité. Je ne savais pas au moment où ça s'est produit, puisque c'était suite à l'arrêt du cœur, mais qui était quand même une conséquence d'une hémorragie interne, a fait qu'à ce moment-là, je me suis retrouvé quand même un petit peu au-dessus de tout le monde, en train d'observer justement ce qui se passait dans ce bloc opératoire, et avec beaucoup de monde, puisque c'était quand même au départ prévu comme une grande première européenne. En fait, je bénéficiais d'une nouvelle technique qui était dispensée par un professeur canadien, qui s'appelait le professeur Tyrone, pour rentrer dans le détail, et qui venait exprès vraiment mettre en place cette nouvelle technique de changement, ce qu'on appelle le changement de la valve mitrale, ce qu'on appelle la plastie mitrale. Voilà. À partir de là, au bout d'un certain temps, et le temps, on ne peut pas trop le dire, à peu près, c'est quand même des opérations qui sont très importantes. Mais au bout de quelques heures, je me suis retrouvé donc un peu collé au plafond, si ce n'est qu'il n'y avait pas forcément un plafond, on n'avait pas ce ressenti-là, en train d'observer vraiment tout ce qui se passait. Et j'étais pas inquiet, je comprenais pas trop à ce moment-là ce qui se passait. Et puis, au fur et à mesure que j'entendais les sons, parce que c'était très audible tout ça, je pénétrais en même temps, je ressentais les pensées des gens qui étaient là. Et étonnamment, je pouvais voir ce qui se passait en dehors de l'aspect du bloc opératoire, ce qui se passait à côté, dans les salles de réveil, puisqu'il y avait quand même quelques salles de réveil à côté. Et j'ai même pu détecter une conversation entre une infirmière qui venait d'apprendre au brave monsieur qui était là, qui venait de se réveiller, qu'on lui avait évidemment amputé les 2 jambes pour des raisons tout à fait de médecine, exactement, de pathologie un peu lourde. Résultat, à ce moment-là, mais je me suis dit, qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que c'est un rêve? Bon, je ne suis pas dans cette réflexion-là, mais toujours est-il qu'à un moment donné, je ressens une plénitude immense qui me gagne, avec cette perception où les sens sont multipliés à l'infini. Et c'est là où on peut voir, effectivement, ressentir, et même au niveau du goût, voire même dans le toucher, si on pouvait, à ce moment-là. Mais voilà, j'étais pas inquiet. Et à un moment donné, je me suis aperçu et je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais là? Par terre, pas par terre, mais plutôt en bas, sur la table d'opération, allongé, en entendant des mots comme on va le perdre, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant, on comprend pas, bon bref. Et j'ai compris que c'était moi qui était quand même le sujet qui était... Et qu'est-ce qui vous est arrivé alors ensuite? Après, une fois que j'ai accepté cet état-là, je suis précipité dans le néant, dans un noir qui a duré quelques secondes, même des microsecondes, pour retrouver un tunnel
Le tunnel, le fameux tunnel dont tout le monde Voilà, parle. très, Et cette très lumière, brillant, la mais lumière pas aussi. noir, pas noir. D'accord. Et beaucoup de volutes énergétiques. Enfin, je pense que c'est de l'énergie très colorée à un moment donné qui m'emmenait très vite vers quelque chose, un point lumineux qui devenait de plus en plus fort et puissant. Pas du tout, extrêmement éclairant, je veux dire, si ce n'est qu'on ressentait une rémanence en son sein qui fait que je sentais attiré par cette lumière. Et quand je suis arrivé à la proximité, j'ai senti une vague d'amour qu'on ne peut même pas imaginer, puisque ça représente, j'oserais dire, 100 milliards de mamans qui vous disent en un seul instant « je t'aime ». Et je pénètre ce moment-là comme... c'est extraordinaire, on ne peut pas trouver les mots pour expliquer, si ce n'est qu'on rencontre la présence, j'oserais dire, énergétique, divine, à quelque part. Déjà, je saurais mettre un mot là-dessus, voilà. Et là où elle est rare et vraiment particulière, c'est que ça a duré 1 an et demi. C'est-à-dire que vous avez été invité à observer, c'est ça? Alors oui, évidemment, j'ai rencontré des personnages de l'autre côté quand même. J'étais pas seul, complètement isolé. J'ai rencontré un ami qui était parti quelques décennies avant, qui s'appelle Baudouin, et c'est Baudouin qui m'a dit « Non, tu n'es pas mort ». Je dis « Si ». J'étais dans cette un peu surpris de ne pas être mort. Non, on va observer avec toi ce que l'on appelle, ce que l'on peut soupçonner être l'au-delà, ce qu'on appelle l'au-delà, le paradis pour certains et bien d'autres. Voilà. Et à partir de ce moment-là, j'ai fait un véritable voyage, mais toujours avec mes 3 compères. C'est un beau voyage? Oui, magnifique. Extraordinaire. Si ce n'est que j'ai quand même vécu des moments extrêmement difficiles, on va dire dans le plus pas. Oui, vous le dites quand vous visitez finalement entre guillemets l'enfer tel que nous on s'imagine, et il paraît que c'est même pire. Exactement. C'est au-delà de la compréhension humaine. On ne peut pas mettre des mots, c'est compliqué. Si ce n'est que j'ai fait une image, moi, de ça. J'ai fait un comparatif. C'est un peu la désolation, c'est le chaos généralisé, et on sent la haine profonde envers soi-même. Je veux dire, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait finalement vous parlez de haine, mais ceux qui ont une haine, c'est pas contre les autres. Vous dites que finalement c'est d'abord envers soi. Absolument. Qui fait que ça provoque et en découle la haine vers les autres. Alors depuis cette expérience de mort imminente, vous avez complètement arrêté l'artistique parce que vous travaillez dans ce domaine, et vous organisez maintenant des conférences sur le deuil, vous accompagnez des personnes qui sont en soins palliatifs, dans les maisons de retraite, pour les rassurer sur la mort, pour leur raconter votre expérience. Qu'est-ce que vous dites aux personnes qui ont peur de la mort? Quel est votre discours? Alors, je fais une petite parenthèse, il faut savoir qu'aujourd'hui, tout ce que vous faites, c'est gratuit. Tout à fait, oui. Alors, la démarche est altruiste et ça ne peut être que comme ça, parce que sinon, je ne vois pas l'intérêt quelque part. Si ce n'est que quand je vais donc j'appartenais plutôt à une association qui s'appelait Jalmalve, jusqu'à la mort accompagner la vie, pardon. Et c'est dans ce titre-là, dans ce cadre-là, que je pouvais effectivement rentrer dans les organismes hospitaliers pour pouvoir aborder au niveau des patients qui étaient soit en service oncologique, là où la mort vraiment est quelque chose de présent, soit aussi en EHPAD, donc en maison de retraite, vous voyez, auprès des personnes qui, dans une grande solitude... Oui. Et qu'est-ce que vous leur dites? À ce moment-là, je parle de mon expérience, et c'est effectivement, il y a... Qu'est-ce que vous leur dites pour les rassurer sur la mort? Le fait de parler de cette expérience, c'est cette possibilité de dire qu'à ce moment-là, à partir du moment où on décède, il y a quelque chose de magnifique après. Et ça, ils l'entendent très très bien. Parce que les personnes qui sont dans cette instance-là, comprennent qu'à un moment, ils ont besoin d'entendre des choses qui rassurent. Parce qu'ils sont seuls avec cette possibilité de mourir immédiatement. Ça peut se déclencher dans l'heure ou dans les jours qui suivent. Mais à ce moment-là, le fait de savoir que quelqu'un ait pu revenir à un moment donné de cet état-là, ça rassure énormément. Voilà, tout simplement. Et ils partent sereinement. Alors moi, j'ai aussi cette façon de faire, aussi de permettre de vivre leur instant de mourir ensemble. C'est-à-dire que je les accompagne, si vous voulez, presque dans le tunnel de la mort. Vous savez, dans ce fameux tunnel. Alors avant, on appelle ça une nuit empathique, tout simplement. Voilà. Alors, on reprend votre expérience dans quelques minutes. Sylvie Détiolaz, alors à l'époque, vous ne saviez pas que vous mettiez un pied dans un univers aussi vaste. Depuis, vous avez créé carrément un centre de recherche complet. Pourquoi vous penchez-vous depuis 25 ans sur les cas d'expérience de mort imminente? Qu'est-ce qui vous fascine? On l'entend déjà, le témoignage en lui-même est quand même vraiment spectaculaire, c'est vraiment très intéressant. Mais c'est vrai que moi, en tant que biologiste, ce qui m'a intriguée, c'est que ça touche à 2 grandes questions pour lesquelles on n'a toujours pas vraiment de réponse en biologie, à savoir qu'est-ce que la mort et qu'est-ce que la conscience. On est capable de décrire les mécanismes du vivant, de décrire le processus, comment la mort s'installe, mais qu'est-ce qui fait la différence entre un corps vivant, un corps mort? Qu'est-ce que c'est cette étincelle de vie? On ne sait toujours pas l'expliquer en science.
par rapport à la conscience, on a des modèles actuels. Enfin, on a un modèle dominant qui postule, qui affirme même que la conscience est une sorte de sécrétion de l'activité cérébrale. C'est quelque chose qui est admis comme une vérité, mais ça n'a d'une part jamais été prouvé. Et surtout, on n'explique pas comment quelque chose comment ça se passe, comment quelque chose de matériel comme les neurones peuvent produire quelque chose d'immatériel comme la conscience. Donc on n'a pas vraiment d'explication. Et là, tout d'un coup, j'ai vu dans ces expériences le moyen peut-être d'aller un petit peu plus loin dans ces questionnements vraiment fondamentaux qui, moi, étaient ceux qui me préoccupaient depuis toujours. Donc aujourd'hui, parce que ça fait 40 ans qu'on entend parler un petit peu de ces EMI, c'est depuis le Dr Mundi d'ailleurs ce livre, La vie après la vie. Donc il n'y a aucune réponse scientifique sur les capacités de la conscience aujourd'hui ? Alors, moi, quand j'ai commencé justement à étudier ces phénomènes, ce qui m'a frappé, c'est qu'effectivement, on n'a aucune théorie qui permet d'expliquer, on n'a aucun modèle qui permet d'expliquer actuellement cette expérience, aucun modèle scientifique rationnel avec nos connaissances. On a des hypothèses. Oui, Jérémy. Non, allez-y, non, c'est intéressant. On a des hypothèses qui peuvent parfois expliquer une étape ou une autre étape. C'est des hypothèses qui n'ont pas été prouvées, c'est juste des hypothèses. Et en plus, ça ne permet jamais d'expliquer toute l'expérience. Ça permet pas non plus d'expliquer toutes les circonstances dans lesquelles on peut faire cette expérience, parce qu'il y a les situations de mort imminente et puis il y en a d'autres. Donc en fait, je me suis rendu compte que c'était un phénomène qui était beaucoup plus complexe que ce qu'on peut croire, qu'il y a de nombreuses composantes. Il y a une composante physiologique, neurophysiologique, il y a une composante psychologique, il y a une composante culturelle, mais même quand on a étudié tout ça, il y a quand même quelque chose qu'on pourrait appeler cette composante un peu inexpliquée dont a parlé Vincent, c'est-à-dire cette phase où la personne a la sensation de quitter son corps et peut se retrouver dans des lieux parfois très éloignés, avoir accès à des informations qu'elle n'aurait pas pu connaître ou qu'elle n'aurait pas pu appréhender avec ses 5 sens. Et ça soulève vraiment des questions, je pense, qui méritent qu'on s'y attarde, qu'on essaye d'aller un petit peu plus loin. Alors, je vais revenir sur le thème de l'émission, l'info qui fait du bien. Si on devait écouter votre expérience jusqu'au bout, qu'est-ce qu'on doit changer pour mieux vivre au quotidien ? Alors, je voudrais quand même apporter une petite précision. C'est vrai que quand je me suis retrouvé dans ce laboratoire, ce bloc opératoire, un peu au-dessus, j'avais l'impression de vivre un moment extraordinaire. C'est-à-dire, je pense que ça a été pour moi l'un des plus beaux moments de ma vie. À ce moment-là, c'était vraiment l'aspect vraiment éclatant qui m'a permis justement d'aborder par la suite avec grande confiance ce qui pouvait se passer. Alors, c'est là où j'ai compris effectivement pour le bien-être, à ce moment-là, quand on est encore incarné dans cette matière, qu'est-ce qui permet d'être mieux par rapport à cette éventualité qui existe de l'autre côté. Je parle d'éventualité parce que moi c'est pareil, il faut aussi des preuves un peu qui pour permettre. Très bien. Voilà. Et toujours est-il que j'ai compris des choses. C'est-à-dire que pour être bien, il faut savoir se pardonner en premier lieu. C'est le grand, la petite porte que l'on doit ouvrir. Et c'est pas aussi difficile que ça. C'est pas aussi rébarbatif. C'est aussi simple, c'est d'accepter ce que l'on est, surtout. Et par rapport à l'autre aussi. Et respecter l'autre en fonction de ce que l'on est. C'est une façon d'être qui permet, à un moment donné, de livrer l'amour de soi, qui va permettre évidemment l'ouverture à l'autre, de toute manière. Et de l'autre côté, comme je dis, le moi-je, l'ego n'existe pas, c'est plutôt l'être qui existe. Voilà. Donc, moi, les conseils, c'est d'abord de faire un peu une introspection sur soi-même et d'accepter notre vie, parce qu'on a les outils qu'on a au début. On n'en a pas été certainement doté pour certains très compliqués, mais accepter ce qui a été. Alors évidemment, il y a aussi la notion du suicide, on n'en a pas parlé, mais il faut faire très attention avec ça, parce que de l'autre côté, c'est pas aussi facile que ça. Et ça dépend de l'intention, en tout cas. Si l'intention est très matérielle, c'est vrai que de l'autre côté, ça va être très compliqué. Par contre, si c'est l'intention par rapport à une fin de vie, à une sédation, une demande de sédation, ou un problème, un arrêt, parce que la pathologie est tellement forte qu'on a besoin d'arrêter cette souffrance. C'est-à-dire matériel, le suicide matériel, je sais pas. Pardon ? Vous avez évoqué le suicide, quand il est matériel, c'est compliqué, c'est-à-dire... Ça veut dire construire sa vie sur le bien-être personnel, sur l'aspect matériel. L'attachement terrestre pour vous, c'est ça ? Pardon ? L'attachement terrestre, peut-être ? Oui, l'attachement, la matière. Matériel, oui. C'est la différence entre suicide et euthanasie, c'est ça que vous soulignez ? Voilà. Mais ça, c'est des concepts très chrétiens pour le coup. Parce que ça sous-entend que quelqu'un qui se suicide serait puni quand même dans l'au-delà. Justement, il a tout un il faut relativiser la notion. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord sur la notion du péché, de ce qu'on appelle au niveau de l'idéologie, Jérémy Ferrari les dogmes. non plus, hein.
il n'y a pas cette notion du bien et du mal est tout à fait bien différente de l'autre côté, quoi. En fait, il n'y a pas de jugement. Dans votre livre, vous le dites, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas le bien et le mal Non, départagés. mais là, on évoque quand même que quelqu'un qui se suicide pour autre chose que dans un cas d'euthanasie ou quoi, vous avez quand même évoqué que ce serait plus compliqué pour cette personne. Parce qu'il a une souffrance supplémentaire qui se met en place, c'est qu'il fait la peine aux autres. Parce qu'un geste est quand même brutal et il n'est pas prévisible pour les autres. Donc c'est cette souffrance du manque qu'on ne comprend pas sur Terre. Enfin, les gens qui sont restés, on ne comprend pas. Et c'est cette souffrance qu'il va falloir non seulement en premier lieu se débarrasser et de comprendre et d'aider, et pouvoir aider les autres qui sont restés sur Terre pour mieux comprendre et d'accepter ce geste-là. Et le deuxième, bien évidemment, le pourquoi et le comment qui a permis le geste. Sylvie Détiolaz, alors je me suis adressée jusqu'à présent à la scientifique. Qu'en est-il de vous, maintenant, ça fait 25 ans que vous étudiez ces expériences de mort imminente. Est-ce que vous croyez en une vie après la mort? Alors, vous faites bien de séparer, parce que c'est vrai que si je parle en tant que scientifique, je suis obligée de dire qu'on n'a absolument... Par principe. On n'a aucune preuve sur le plan strictement scientifique. On n'a pas de preuve que l'EMI est une preuve d'une vie après la mort. Après, c'est vrai que sur le plan personnel, après avoir passé autant d'années à étudier ces témoignages, moi, j'ai énormément changé. J'avais très, très peur de la mort il y a 25 ans. J'ai plus du tout peur de la mort. Ah Donc, oui. il y a quand même une conviction qui s'est installée, parce qu'à force de voir cette cohérence qui se dessine entre tous ces témoignages, toutes ces anecdotes qui sont rapportées, qui sont encore des anecdotes, de ces gens qui ont vu certaines choses. Voilà. Pour moi, effectivement, actuellement, je dirais que c'est plutôt une évidence qu'il y a que la vie continue. Mais c'est mon point de vue. En tout cas, et ça personnel. continue aussi à travers vos livres. Merci pour vos témoignages. Et tout de suite, c'est le moment de retrouver Jean-Luc Bertrand. Je crois que vous avez des petits tours de magie. Hein. Ouais, mais après cette transition, ça va être très compliqué. Mais parlons de l'avenir justement dans une seconde. Jérémy, est-ce que vous avez dans votre vie quelqu'un qui a beaucoup compté pour vous? Oui, on parle au passé, c'est quelqu'un qui est... Là, on parle au passé. D'accord, oui. Ouais. Mais donc c'est fini, c'est quelqu'un qui est décédé. On repart Non, sur pas forcément, non. Quelqu'un qui est plus Je sais comment on est dans le thème, on prend quelqu'un qui est mort et qui veut se battre. Oublie, parce D'accord, que du coup, c'est hyper compliqué pour moi de rebondir là-dessus. Oui, alors Non, oui, j'ai pensez à quelqu'un qui a pu compter dans votre vie, qui est encore présent peut-être, je sais pas, mais Ouais. voilà. Et pensez à un objet que vous auriez en commun avec cette personne. D'accord, C'est bon? Vous avez un objet, vous avez une personne? Oui, Ok. C'est un garçon, une femme? un garçon. Très bien. Quelqu'un de proche de la famille? De proche. Proche, pas famille. Non. Qui travaille avec vous? Oui. D'accord, très bien. Et l'objet, c'est un objet que vous avez en commun, quelque chose qui vous a donné, quelque chose qui... C'est quelque chose... non, pas donné, c'est un truc qu'on a tous les deux. En commun, d'accord. Par rapport à cet objet, pensez, juste pensez. Ne dites pas une lettre en plein milieu de ce mot, de cet objet. Oh. Il fallait pas le dire. Ah, fallait pas le dire. C'est pas grave. Mince. Pardon. C'est pas grave, aucune importance. Non, je Prenez une croyais autre que lettre. c'était- D'accord. Mais, ah oui, non, je le pense dans ma tête. Voilà. D'accord, au milieu. Ok, Ça y est? ouais. M? Oui. Kimono? Mais non. Kimono? Ah, attends, juste Mais une non. seconde. Donc kimono, c'est quelqu'un avec qui vous faites du judo, c'est ça? Ouais, du jujitsu, mais oui. c'est- Jiu-jitsu? c'est le même. Oui, c'est le même. Et votre ami, c'est... Michael? Michael. Non, mais c'est incroyable. Bon, donc du coup, Jérémy, on est d'accord que si ça vous impressionne un petit peu, vous allez venir me voir au spectacle. Ah, je vais venir vous voir. Donc Jérémy, si vous devez venir avec quelqu'un, tiens, Karine, si vous devez penser à une célébrité qui pourrait accompagner Jérémy. Alors j'imagine que vous avez pu imaginer plein de célébrités, vous en avez vu plein, vous en avez gardé une en tête, et là vous pensez à... Julio Iglesias. Ah, je vais passer une bonne soirée. Ah super, bah moi aussi, ah, super. Julio Iglesias. Donc, on est d'accord que super. Il va être content, Jérémy, de venir je suis avec Julio. ravi. En plus, c'est un type adorable, hein, très drôle et tout. Donc, si vous venez voir avec Julio Iglesias. Ouais, bien On sûr. parlait de la vie. Vous avez vécu 40 minutes et voilà, vous êtes revenu avec des informations comme si vous aviez vécu 1 an et demi. Et vous, il vous reste 19 secondes. Dans le Parisien, regardez le Parisien qui est là. Prenez Oui. le Parisien. Au Allez à la page 12 26. À la page 26. Voilà, il y a des petites annonces et il y a un truc qui est génial. Alors, attendez, C'est vers la parce que- fin, c'est vers la fin, c'est vers la fin. D'accord, ok, c'est bon. Là, Très bien. et regardez, il y a un truc qui est entouré. Est-ce que Karine, vous pouvez s'il vous plaît lire à voix haute la petite annonce qui est entourée? Alors, la petite annonce, donc, où ça? Parce que j'ai pas mes lunettes. là. Entouré. Je vais m'approcher. Ah oui, ça y est. Ah oui, mais c'est trop petit pour moi, j'ai pas mes lunettes. Je suis désolée. Est-ce qu'on peut le donner à Jérémy? Bien sûr. Tiens, Jérémy.
spectacle au Théâtre de la Renaissance. Jérémy Ferrari est venu applaudir Jean-Luc Bertrand et sa Magic Box pétillante en compagnie de Julio Iglesias. Mais non, non mais c'est dingue. Merci C'est beaucoup. incroyable. Merci à tous. Merci pour ce moment de partage. Merci, Jérémy à vous. Ferrari. Alors, je présente à nouveau votre DVD. Ce spectacle, Vent de pièces à Beyrouth. Ça y est, c'est fait? Oui, c'est un DVD, je tiens à dire qu'on l'a sorti nous-mêmes. Ça y est, c'est fait, vous l'avez vendu. Bon, c'était un peu... Ah, pardon. Pièce à Beyrouth, c'était une blague. Elle va se lancer. Et c'est vrai, somme dérisoire. Oui, Il y a toute une histoire d'ailleurs derrière. Ouais, en fait, on a décidé de le produire nous-mêmes et de l'éditer nous-mêmes. Et on a pris la marge de l'éditeur et on a redonné aux gens. Donc le DVD est à moitié prix. T'as 9,99 €, c'est un double DVD. Et on rit doublement. Et on rit doublement. Sylvie Détiolaz, Vincent Hammin, merci Jean-Luc Bertrand, François Pomès. On se retrouve la semaine prochaine. Bon appétit si vous mangez. À bientôt. Merci.